Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Bienvenue. Vous êtes vice-président du Rassemblement national et de l'Assemblée nationale, député du Nord. D'ailleurs, un mot là-dessus parce que votre département est concerné. Nous étions à Orchy en direct tout au long de cette matinale. Est-ce que vous avez des informations sur ce qui se passe ? J'ai pas beaucoup d'informations, mais j'ai une pensée évidemment pour mes compatriotes. Je déplore qu'effectivement, à chaque fois qu'il tombe un peu de neige, on a l'impression d'un retour à la case départ. Je ne fais le procès de personne d'ailleurs sur ça. Je pense que c'est évidemment compliqué, mais on a le sentiment, et les Français avec nous, d'un manque d'anticipation. On nous annonce la veille que les axes vont être enneigés, et finalement on se retrouve le lendemain matin avec les axes enneigés et les problématiques qu'on connaît. Il y a des pays qui sont confrontés à ça régulièrement et qui probablement le traitent avec un peu plus d'anticipation. Techniquement, j'ai pas de solution, je suis pas un technicien de la route, mais je vois bien ce que ça cause comme effet effectivement pour nos compatriotes. C'est peut-être ça la difficulté, monsieur le député, c'est qu'en fait ces pays auxquels vous faites allusion, ils y sont confrontés tous les ans. Donc l'investissement justifie. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faudrait faire ces investissements tout de même chez nous ? Bien sûr, en tous les cas, avec les changements climatiques auxquels nous sommes confrontés, eh ben, je pense que ça doit participer à l'idée qu'on se fait d'anticiper ces événements. Là aussi, je crois qu'il y a beaucoup à dire sur notamment le salage préventif. Moi, j'ai des maires de communes, je pense au maire de Rouvigny, je pense à lui ce matin, qui m'a dit, moi, j'ai fait saler préventivement les rues de ma commune. Donc, on nous dit qu'on peut le faire, d'autres fois qu'on ne peut pas le faire. Je ne suis pas un expert, mais en tous les cas, je vois que le résultat est le même. On a l'impression d'un retour à la case départ, comme dans bien des situations, sur bien des sujets dans notre pays. J'ai une question pratique. Si, en tant qu'élu, vous avez une question à poser au ministre des Transports à l'Assemblée nationale, vous allez faire comment cette semaine ? Ce sera une vraie difficulté parce que hier j'ai reçu en audition, je présidais la séance avec Christophe Béchu, qui est ministre de la cohésion des territoires et du développement durable, je crois, enfin ce titre, et donc il a les transports et le logement sous sa houlette. Il n'a ni ministre délégué au transport, ni ministre délégué au logement, et sincèrement, c'est compliqué, et pour lui et pour nous, les représentants de la nation, de pouvoir dialoguer avec un ministre qui n'existe pas. Parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas aujourd'hui dans notre pays de ministre du Logement, de ministre des Transports. C'est quand même un peu compliqué. Comment vous jugez les premiers pas de ce nouveau gouvernement ? Alors, il y a eu des nominations extrêmement fortes. Rachida Dati a pris beaucoup de lumière, évidemment, compte tenu du fait qu'elle vienne des LR. On connaît sa liberté de parole. Il y a eu la polémique Amélie Oudéa-Castéra. Finalement, tout ça, c'est de la forme. On a beaucoup entendu les oppositions de votre parti sur la forme. Moins sur le fond encore. Rachida Dati, elle est plutôt là, visiblement, pour conquérir la mairie de Paris que pour porter une parole dans le monde de la culture. Enfin, j'ai le sentiment que, à peine nommée, même pas une semaine après, sa seule obsession, c'est évidemment la mairie de Paris. Moi, je regrette d'ailleurs qu'on fasse un coup politique sur le dos de la culture dans notre pays. Et je ne comprends pas bien d'ailleurs ce que veut faire Rachida Dati au ministère de la Culture. Au-delà de ça, parce qu'elle n'a pas expliqué quels sont ses grands objectifs. Et d'ailleurs, au-delà de ça, je pense que ce gouvernement revient rapidement, là aussi, à la case départ, un peu finalement comme lorsque la neige tombe, revient à la case départ parce que la principale difficulté de Gabriel Attal, c'est de ne pas avoir de majorité, d'avoir une majorité relative. Et donc, son boulot, c'est d'aller convaincre des partenaires à l'Assemblée nationale potentiels. C'était peut-être ce qu'il imaginait faire en débauchant des leaders de LR. Je pense que ça produira l'effet totalement inverse. Le débauchage individuel, en général, hérisse vos possibles. Mais est-ce que c'est pas l'essence même du débat parlementaire de dire sur chaque projet, il faut que chacun puisse se prononcer ? Les RN, par exemple, ont voté certains textes de la majorité présidentielle. On a vu que la loi immigration, le gouvernement avait pu la faire passer parce que le Rassemblement national ne s'y était pas opposé. Loi immigration, dont il va y avoir beaucoup à dire probablement parce que je suis curieux, et quand je dis ça, c'est parce que je pense avoir quelques informations, de ce que le secrétariat général du gouvernement a fait passer comme remarque au Conseil constitutionnel concernant la loi immigration. Alors, quelles informations et notamment vous avez, sur des éventuels cavaliers. C'est-à-dire que si le gouvernement est en train d'essayer de manœuvrer pour déconstruire la loi qu'il a fait lui-même, qu'il a élaborée, qu'il a fait voter par sa propre majorité sur l'immigration, là encore, c'est un retour à la case départ. Monsieur le député, et les Français vous dites s'y retrouveront pas. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais vous dites qu'il a élaboré et fait voter par sa majorité. Vous savez pertinemment que le texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale n'a rien à voir avec le projet initial de la majorité. C'est le texte des Républicains du Sénat. Oui, mais la majorité l'a voté. Oui, à ce moment-là, il ne fallait pas le présenter. Si le gouvernement considérait qu'il n'y avait plus rien à voir avec la pensée ou la philosophie qui est la sienne, il ne fallait pas le présenter. C'est eux qui ont la maîtrise de l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que vous pensez que le gouvernement va essayer de faire retoquer le texte par le Conseil constitutionnel ? C'est exactement ce que je pense. Et vous avez ces informations ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a des recommandations, puisque c'est la tradition, pour faire comprendre au Conseil constitutionnel que dans cette loi, il y a de nombreux cavaliers qu'il faut les faire sauter
votée, et donc il faut en réalité torpiller la loi qui a été votée. Je m'inquiète de ça. Je m'inquiète aussi, et c'est là où le président de la République n'est pas convaincant, du nombre de faillites d'entreprises dans notre pays qui ce matin sont annoncées en hausse importante et avec un chiffre jamais atteint depuis 30 ans. Mais le paradoxe, c'est que les entreprises les plus puissantes françaises, celles du CAC, n'ont jamais dépensé, récolté autant d'argent. Oui, mais là je parle des PME, pas forcément des petites PME d'ailleurs, qui ont 5-6 employés, jusqu'à 100 employés, mais c'est le résultat de deux crises, une crise du logement, une crise de l'inflation, puisqu'on voit que c'est le BTP qui est particulièrement touché, mais également les services qui le sont également. Donc on voit bien que d'un côté l'inflation, de l'autre côté la crise du logement, sur laquelle nous attendons des réponses du gouvernement, eh bien, produisent des faillites d'entreprises. Sur l'inflation, le président de la République a répondu, pour partie au cours de sa conférence de presse. Il a affirmé, en produisant des chiffres, que les classes moyennes, malgré ce qu'elles ressentaient, avaient un pouvoir d'achat qui avait augmenté sur les 5 dernières années. Il propose d'ailleurs de les alléger de 2 milliards d'impôts. Oui, alors 2 milliards d'impôts, c'est, je crois, 30 € par foyer fiscal. Donc, vous voyez, c'est pas exactement ce qu'on va pouvoir, ce qui a donné de l'oxygène aux classes moyennes. Sur l'inflation, il y a évidemment l'inflation qui augmente plus fortement chez nous, qui diminue plus fortement chez nous que dans l'Union européenne, mais c'est surtout de l'alimentaire, en réalité, qui est très élevé. C'est l'inflation sur l'alimentaire. A priori, les négociations sont en cours. Pour la première partie, elles sont terminées. Pour les géants, c'est la fin en janvier, mais on nous dit que ça ne va plus augmenter. Oui, d'accord. Enfin, c'est pas ce qu'a dit d'ailleurs hier Michel-Édouard Leclerc, qui a dit que ça augmenterait encore, je crois, de 2 à 3%. Ce qu'on voit, c'est que ce gouvernement, en réalité, refuse de prendre à bras-le-corps les grands problèmes des classes moyennes sur le livret A. Je pense qu'ils ont, en indexant le taux sous le seuil de l'inflation, ils ont laissé les classes moyennes, finalement, s'appauvrir. Et donc, par conséquent, que ce soit sur l'inflation, sur la crise du logement, le gouvernement n'est pas au rendez-vous, et ce sont les Français qui, aujourd'hui, ont des difficultés. Peut-être avez-vous suivi la mobilisation des agriculteurs en Allemagne. Bon, il y a une histoire de budget allemand avec une cour constitutionnelle allemande, c'est un peu complexe, mais ils demandaient le maintien d'une exonération sur le carburant. Ils l'ont obtenu. Il y a une crainte en Allemagne de certains que l'AfD, parti d'extrême droite, profite de ce mouvement, et certains regardent ce qui se passe en France, parce que les agriculteurs ont déjà manifesté à Toulouse. Est-ce que c'est une occasion pour le Rassemblement national d'embrasser une cause et un mouvement ? Non, mais le soutien à l'agriculture, ça fait longtemps que nous, ça fait partie de notre logiciel. Il suffit d'ailleurs de voir les résultats que nous faisons dans les zones rurales de notre pays. On a 100 000 exploitations agricoles en moins ces dernières années. Le gouvernement, là encore, a reconduit une taxe sur le GNR qui va augmenter moins fortement que prévu, mais qui va quand même augmenter. On a des problématiques de traités de libre-échange, notamment avec des pays d'Amérique du Sud qui vont amener de l'importation de viande. On l'a déjà vu avec le sucre. Moi, j'ai vu dans la crise énergétique, je suis élu du Nord, vous le rappeliez, les usines de betteraves qui produisent du sucre ont été mises à l'arrêt parce que l'énergie, les hausses du prix de l'énergie empêchaient nos usines de tourner comme il le fallait. Et on est allé importer du sucre d'Amérique du Sud. Donc on voit bien que ces logiques de libre-échangisme, elles trouvent leurs limites parce que les conséquences, c'est nous qui les payons ici dans notre pays. Est-ce que par exemple vous demandez à ce que l'on arrête d'importer des volailles ukrainiennes ? Il y a un soutien français et un soutien de l'Union européenne à l'Ukraine, notamment commercialement par ce biais-là. Certains agriculteurs s'en plaignent. Mais oui, moi je souhaite qu'on développe, qu'on soutienne l'agriculture française. Je veux dire, si on peut aider ensuite l'Ukraine ou d'autres pays, c'est très bien. Mais enfin, si on peut surtout se concentrer sur le soutien à notre agriculture, à nos agricultures. Nous, on avait une disposition qui était de faire en sorte que dans les cantines françaises, il y ait 80% de l'alimentation qui soit française ou d'origine française, créée si possible, venue si possible de la région d'à côté, de la région même. Donc il faut aller vers cela. C'est pas le chemin qu'on prend. Moi, je veux bien qu'on aide le monde entier. Mais au bout d'un moment, on ne peut pas le faire au détriment des Français. Les policiers sont... alors, ils ne peuvent pas être en grève, ils n'en ont pas le droit, mais ils sont dans un mouvement, une manifestation aujourd'hui, ce qu'ils appellent un jeudi noir. Les policiers français qui s'inquiètent de ce qui leur sera demandé à l'occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques qui auront lieu donc à Paris, en France, cet été. Ils ont un certain nombre de demandes. Est-ce que vous les soutenez ou est-ce que vous estimez qu'il est de leur devoir, parce que c'est leur fonction, d'assumer, comme leur demande le ministre de l'Intérieur, l'ensemble de la sécurité du territoire sur l'ensemble de la période donnée ?
Mais les policiers assumeront la sécurité parce que ce sont des hommes qui ont une conscience professionnelle, des hommes et des femmes qui ont une conscience professionnelle, évidemment, mais on peut entendre leur malaise. Mais le malaise de la police, sincèrement, dans une société où la violence est de plus en plus importante, vous avez vu les chiffres sur la violence, sur les homicides, sur les violences faites aux femmes sont absolument tous en hausse. Eh bien oui, les policiers qui sont les premiers face à cette violence ont beaucoup à dire sur l'organisation des JO. Il faut l'entendre. C'est une question. C'est-à-dire quoi concrètement, monsieur Chenu ? Faut leur donner plus de moyens ? C'est une question d'effectifs, c'est une question d'organisation du travail, souvent. C'est une question de moyens. Les commissariats, et moi je serai demain au commissariat de Denain pour aller rencontrer les policiers comme je le fais régulièrement. C'est effectivement une question de moyens, d'organisation du travail, de revalorisation aussi de la fonction, car qui demain va vouloir être policier dans notre pays ? Qui demain va avoir envie de s'engager ? Une dernière question. Savez-vous quel est le département qui a demandé le plus à participer à l'expérimentation de la tenue unique, de l'uniforme ? Je sais que nous à Denain, pour vous piéger, je sais que nous à Denain on participe et il y a eu c'est chez vous. La réponse est chez vous. Il y a eu un questionnement de la population et les habitants de Denain, des écoles questionnées, ont souhaité participer à cette réforme sur la tenue unique. Je m'en félicite. C'est l'Académie de Lille qui a le plus d'écoles volontaires pour l'instant. 5 écoles de Tourcoing, 2 écoles à Attiche, une à Denain. Donc effectivement, est-ce que vous êtes favorable à cette idée ? Bien sûr. A priori, pour l'instant, ce que nous a dit le président de la République, elle ne coûtera rien aux familles. Oui, moi j'y suis favorable. Il y a des expérimentations qui sont menées. Il y en a une aussi à Perpignan où, de mémoire, l'État et la commune se partagent le coût de ces uniformes 50-50 et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. J'y suis favorable, mais encore une fois, que de temps perdu. On a proposé, nous les députés du Rassemblement national à l'Assemblée, une proposition de loi il y a quelques mois portée par notre collègue Roger Chudeau, député du Loir-et-Cher. La majorité macroniste l'a refusée. Alors aujourd'hui ils sont d'accord. Donc il faudrait quand même un jour savoir où on emmène le pays. Une toute dernière question. On connaît désormais la tête d'affiche pour les européennes des Républicains, c'est François-Xavier Bellamy qui sera face à Jordan Bardella pour le Rassemblement national. Vous avez un commentaire ? Non, moi j'ai plutôt de l'estime pour François-Xavier Bellamy, mais je pense que ça sert strictement à rien aujourd'hui, quand on est un électeur LR, de voter pour François-Xavier Bellamy. Mais vous votez pour Jordan Bardella, qui défendra beaucoup plus les intérêts de la France que des partenaires de la majorité macroniste qui finiront par se soumettre comme d'habitude. Merci beaucoup, monsieur le député, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI.